Laisse béton! Quand on n'est rien, on peut tout faire, donc on peut tout inventer. Cette phrase extraite de l'épisode que vous allez entendre résume bien ce qui anime mon invité. Il s'appelle Thibaut Renaudin, il est le maire de Thermes d'Armagnac, une commune du Gers de 200 habitants, et il est aussi le cofondateur d'InSite, l'inventeur du volontariat rural. Ce dispositif permet à des jeunes de réaliser en binôme un service civique dans une commune ultra-rurale pour contribuer à la mise en œuvre d'une initiative de cette commune. C'est surtout un extraordinaire moyen de tisser de belles relations humaines, comme l'explique Thibaut. Être à l'écoute, prendre le temps de la rencontre, c'est aussi ce que Thibaut recommande à tous ceux qui s'installent dans le monde rural. Je suis Amélie Dague et je me réjouis de partager cette conversation avec vous. Si vous souhaitez devenir contributeur de Laisse Béton, sachez qu'il possède désormais son compte Patreon. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la conclusion de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. C'est un plaisir. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à InSite et je suis ravie d'avoir devant moi son fondateur, je me trompe pas. Oui, c'est moi l'initiateur. Après, je suis cofondateur, mais c'est moi l'initiateur, oui. Ok, alors parlez-moi d'InSite. Qu'est-ce que c'est ? InSite, c'est un projet qui est assez simple à comprendre, qui repose sur au moins deux constats, qui étaient de dire que les territoires de l'ultra-ruralité, ce que nous on qualifie d'ultra-ruralité, ce sont les villages de moins de 1500 habitants. Ouais. Bien dans ces villages-là, qui représentent quand même 29 500 communes en France, 22,6% de notre population, Ouais. il y avait des gens extraordinaires. Alors là, comme ailleurs, mais dans ces petits villages, et quand je dis petits villages, ça n'est en rien un péjoratif dans ma voix, mais il y avait des gens extraordinaires, des élus locaux, des responsables associatifs, des jeunes, des vieux, qui tous les jours inventent des dispositifs et font vivre des dispositifs et des projets au service de leur population, de ces populations très réduites, et ces gens-là mènent des actions avec, en plus d'avoir en commun un sens inouï de l'initiative et du courage, ils avaient peu de moyens humains et presque pas de moyens financiers. Et ça génère pour moi un sentiment de déclassement pour les populations des territoires ruraux qui m'inquiète, et donc ça rend un certain nombre de citoyens un peu aigris, et alors qu'il y a des gens fantastiques dans ces territoires. Et donc j'ai voulu créer un dispositif qui soit au service de ces gens-là. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était de dire que les jeunes Français, dans leur très grande diversité, sont des jeunes pareils, extraordinaires, qui s'engagent beaucoup plus que l'on ne croit. Ce sont les deuxièmes à s'engager le plus au service de l'intérêt général, après les jeunes Islandais dans la très grande zone Europe. Et ces jeunes-là, on a souvent une fausse image des jeunes. On les imagine trop souvent égoïstes, individualistes, vissés devant leur écran. Alors pour l'écran, c'est souvent assez juste. Mais ces jeunes-là, ils s'engagent beaucoup. Mais il faut savoir aussi leur proposer des terrains d'engagement un peu nouveaux. Et l'ultra-ruralité, c'était pour nous, les cofondateurs, un terrain fantastique d'engagement, parce que il y a là une population qui est réduite et tout le monde se connaît. Tout le monde ne s'apprécie pas forcément, parce que nous sommes ainsi faits que les êtres humains ont du mal à se supporter les uns les autres. Mais ouais, il y a là des gens très très différents, des gens qui sont restés, qui ont une lecture de leur territoire qui est très très forte. Il y a des gens qui sont partis et revenus, ouais, en ramenant de l'expérience, de l'expertise. Et puis il y a des gens qui sont venus. Mais comme tout le monde se connaît, dans un village de quelques dizaines, de quelques centaines d'habitants, il y a souvent 1000 voyages et il y a des personnalités extraordinaires. Et donc, on s'est dit, pour des jeunes qui viennent là vivre pendant 6 mois dans un village, au service de ceux qui s'engagent, ils vont être aussi au contact d'une population extrêmement diversifiée. C'est pour ça qu'on a appelé au début ce dispositif d'Erasmus rural. Alors, on appelle ça aujourd'hui volontariat rural, parce que l'Erasmus rural est une dénomination Erasmus qui est prise par l'Union européenne, mais on comprend bien l'idée des cohabitations, de rencontre de l'autre, d'enrichissement individuel et collectif, et puis de missions d'appui et d'aide, et c'est ce que nous mettons en place, c'est-à-dire que nous faisons vivre pendant 6 mois
au moins 2 jeunes en service civique qui s'engagent à hauteur de 24 heures par personne dans un petit village de moins de 1500 habitants et qui ont souvent 2-3 missions qui sont calées en amont entre les équipes d'INSIT et les responsables associatifs et les élus locaux pour faire en sorte que pendant 6 mois, il y a un certain nombre d'actions qui viennent être renforcées, appuyées. Donc c'est un effet levier. Notre action se décline en 2 temps. Il y a à la fois cette phase de 6 mois de volontariat de jeunes en service civique. Ensuite, il y a une phase de 6 mois d'ingénierie de projet. On ne renouvelle pas tout de suite le volontariat pour ne pas rendre dépendants les villages de notre dispositif. Au contraire, nous travaillons, nous, sur la question de l'autonomie. Et donc, pendant les 6 mois qui suivent, les équipes d'INSIT sont en lien avec les villages pour continuer à travailler les projets et faire en sorte que les habitants puissent continuer à les porter. Et puis ensuite, on peut renouveler cette phase de 6 mois de projet, 6 mois d'ingénierie, 5 fois dans un village. Donc, on peut rester jusqu'à 5 ans dans un village. D'accord. Donc, on s'inscrit dans du temps long. Il y a 2 spécificités fortes du dispositif d'INSIT. C'est que d'abord, nous déclinons les choses et les actions 100% en cohérence avec ce qui se fait localement. C'est-à-dire, on est au service d'eux. Pour une fois, on n'a pas en France un dispositif qui descend, on a un dispositif ascendant. Et pour une fois, on ne vient pas juste butiner 3 fleurs dans nos territoires ruraux, mais on y reste sur du temps long, sur au moins 5 ans. Et s'il faut rester 6 ans, on y restera 6 ans, pour faire en sorte que ça alimente des dynamiques qui puissent, sur le moyen et sur le long, créer de l'emploi. Un chiffre, les 40 premiers villages sur lesquels nous sommes intervenus, on s'est créé il y a 5 ans, ça fait 4 ans que nous avons des dispositifs en place dans les villages. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec 130 villages à peu près dans cette région. Les 40 premiers villages sur lesquels nous sommes intervenus, ça a créé 7 emplois. D'accord. Donc, c'est un effet. Et l'année dernière, on a une étude d'impact tous les ans, 22% des jeunes qui se sont investis chez nous pendant 6 mois, au bout de 6 mois, 22% d'entre eux sont restés vivre sur les villages, alors qu'ils viennent souvent d'assez loin. Et ce qui tend à prouver que, d'abord, les jeunes, comme le reste de la population, ont soif de ruralité, qu'il s'agit de la pratiquer, cette ruralité, et qu'il faut aussi en parler de façon positive. Et nous sommes les défenseurs d'une ruralité dynamique, innovante, joyeuse et solidaire, et surtout pas une ruralité qui s'oppose à d'autres territoires, que ce soit les territoires urbains ou périurbains, au contraire. Chaque territoire a sa place à prendre dans notre République, à égalité de droits et de dignité. Et donc, nous, on est défenseurs de ça. Donc, quand on permet ça, on a des jeunes qui ont envie d'y rester. Okay. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mission que les jeunes peuvent être amenés à Oui, alors il y a des grandes thématiques, puisqu'à chaque fois, les missions sont très particulières à chaque village. Mais c'est vrai que les thématiques comme le développement durable, le développement économique, le renforcement de commerce associatif de proximité, le lien social, la lutte contre la fracture numérique, le patrimoine, le tourisme, sont des dispositifs sur lesquels on travaille beaucoup. Il y a quelques jours, j'ai lancé des missions dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans la montagne pyrénéenne. Et là, on va avoir 3 jeunes qui vont travailler, un sur la question de la mémoire et de la migration, dispositif extrêmement intéressant puisque c'est un petit village qui a en près de 150 ans, il faisait 2000 habitants il y a 150 ans, ils ont perdu 500 habitants, des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui sont partis beaucoup en Amérique latine, plus de 500 personnes, et donc il y a un jeune qui va travailler, qui va retracer un peu ces parcours-là, et le maire me disait, moi ça m'intéresse de pouvoir retrouver ces gens, de rediscuter avec eux, de renouer le lien, et puis aussi, pour notre population actuelle, de se souvenir que bon nombre d'entre nous et de nos prédécesseurs ont été obligés de partir. Donc ça veut dire que ceux qui aujourd'hui ont besoin de partir de leur territoire, qui n'est jamais une chose simple, et qui veulent venir chez nous, il faut se souvenir de ça. Donc ce volontaire va travailler là-dessus. Il y a un autre volontaire qui va travailler sur la question du tourisme, et un autre sur la dynamique des jeunes du village. Voilà, c'est-à-dire comment entraîner et accompagner une dynamique d'engagement plus forte des jeunes qui restent sur le village et qui, depuis le Covid, sont un peu dans une période d'entre-deux. Voilà, donc vous voyez 3 missions extrêmement différentes. Mais on peut travailler sur des jardins partagés, sur des tiers-lieux associatifs, sur l'accompagnement d'une boulangerie associative qui se crée, il y a sur du pastoralisme, on a énormément de thématiques à chaque fois qui sont très très différentes.
Qu'est-ce que vous avez entendu de plus beau sur ce programme-là, soit de la part des communes, soit de la part des jeunes qui s'investissent? Alors, je commence à avoir un petit peu de bouteille, j'ai 50 ans, donc j'ai monté pas mal de projets dans ma vie et je me suis engagé dans pas mal de secteurs. Et je crois que c'est le projet, peut-être parce que c'est le dernier, mais pas que, c'est le projet dans lequel j'ai entendu les plus belles choses. Ouais. C'est-à-dire que quand on termine une mission au bout de 6 mois, de jeunes qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas le territoire, qui ne connaissaient pas les habitants, au bout de 6 mois, il y a des larmes dans les yeux et il y a une histoire qui s'est racontée, une histoire commune. Parce que notre philosophie d'abord repose sur 2 valeurs, gentillesse et bienveillance, et ensuite parce que quand on laisse parler l'humain simplement et qu'on fait se rencontrer des gens différents qui je connaissais pas, mais qui ont à un moment donné au cœur le fait de s'impliquer au service d'un territoire, d'un petit village qui est souvent à côté des politiques publiques nationales. On connaît bien la situation de la désertification médicale, le départ d'un certain nombre de commerces, etc., qui n'empêche pas qu'il y ait très belles réussites et très belles dynamiques, mais malgré tout, il y a un sentiment de déclassement un peu. Et bien, quand on a des jeunes qui débarquent là et que les habitants se disent, mais finalement, on s'occupe un peu de nous, et qu'ils apprennent à connaître ces jeunes-là qui viennent souvent de l'autre côté de la France et de l'autre bout de la France, voilà. Même si, moi, par exemple, un souvenir dans un village des Alpes-Maritimes, le petit village dans lequel on intervient, qui fait 46 habitants, avec des jeunes qui étaient végétariens, qui sont arrivés. Le frère de la mère de ce village est berger. Il se bat contre les loups, donc avec une vision de l'environnement qui est aussi une vision qui est à la fois réelle et qui peut être très en décalage avec ce qu'imaginaient les jeunes. Et ben tout le monde fait un petit bout de chemin, les uns vers les autres. Et on repart de là, on a les larmes aux yeux. Et j'avais une personne âgée de ce village qui venait en vacances avec son épouse et que son épouse était décédée et donc il a décidé de venir s'y installer. Et à la fin du dispositif, il me dit, tu sais, je sais pas si je vais pouvoir accueillir d'autres jeunes tellement ceux-là je les aime. et donc avec les larmes dans les yeux, et il arrive très bien à accueillir une nouvelle équipe de jeunes, mais voilà, on arrive à envoyer 2 jeunes dans un village de 46 habitants à 1h50 de Nice. Il faut faire une demi-heure de lacet avant d'arriver dans le village où la route s'arrête. La mère m'avait dit, voilà, t'arriveras jamais à m'envoyer des jeunes ici, là, parce qu'il y a rien. Et si. Et là, il y a une belle relation humaine qui se tisse et il y a en Corse, pareil, le souvenir d'un petit village du nord de la Corse où des jeunes venaient du continent et après le voyage, le maire me dit, tu sais, à la cérémonie de fin, c'est un maire qui est maire, c'est son 6e mandat, donc c'est un vieux loup, et il me dit, tu sais, quand on a célébré ces petits jeunes, 3 jeunes en service civique qui s'étaient engagés chez nous, dans notre petit village qui fait 200 habitants l'hiver, eh bien moi je me suis retourné vers le mur parce qu'à un moment donné j'avais les larmes aux yeux et les jeunes non seulement sont partis avec la voiture pleine de produits corses, mais ils vont revenir parce que c'est les ambassadeurs du village. Et une de ces jeunes continue toujours au bout d'1 an et demi à jouer au Scrabble sur Facebook avec des mamies du village. Voilà, donc c'est de très belles histoires, des histoires humaines. Donc et dans ce monde un peu aujourd'hui où les raisonnements rapides, l'exclusion de l'autre, la contradiction stérile fait fleuresse, ça fait du bien un peu d'être sûr de l'humain, de s'accepter un peu plus les uns les autres, de faire un bout de chemin en toute simplicité parce qu'on vit ensemble, parce qu'on partage un bout de rue, un bout de place de village. On est un peu moins couillons à la fin et ça fait une société un peu plus jolie. Okay. Bon, et vous alors dans tout ça, d'où vous vient cet engagement, cette connaissance fine du monde rural et de ses problématiques? Mais moi, je suis un petit urbain qui a grandi en ruralité, puisque je suis né dans la vallée de Chevreuse. Mes parents, qui étaient des urbains parisiens, ont eu la chance, j'avais des parents âgés qui ont eu la chance de prendre leur retraite très jeune. Et tout ça m'a fait arriver dans le Gers, alors qu'ils ne connaissaient pas le Gers. Je suis arrivé dans le Gers à 4 ans et demi. D'accord. Donc j'ai grandi dans ce petit village gersois, dont je suis maire aujourd'hui, depuis 3 ans. Un village de 200 habitants à l'ouest du Gers, sur la dernière langue de terre du département du Gers, au-dessus de la plaine de l'Adour face aux Pyrénées, qui est un endroit magnifique. On va de l'apéritif au digestif ici avec beaucoup de
de produits extrêmement riches gustativement parlant. Et donc j'ai grandi dans ce village et puis j'ai passé mon bac, je suis allé faire des études à Toulouse et puis j'ai fait un service civil à l'époque, qui était un service militaire, ça s'appelait un service national ville où on s'impliquait dans des associations ou des collectivités au sein de la politique de la ville, dans les quartiers populaires. Et donc je me suis investi là, dans ce service militaire, j'étais en maîtrise et puis le hasard de la vie, je devais faire journaliste et je faisais des études d'histoire-géographie et j'ai eu un cancer, ce qui fait que l'armée m'a réformé et l'association dans laquelle j'étais en service national m'a dit ça nous arrange pas que tu sois réformé, est-ce que tu veux pas rester au moins jusqu'à la fin de ton année? Et je suis resté là et puis j'ai passé 20 ans dans cette association qui s'engage au service de la politique de la ville, dans les quartiers de la politique de la ville. Et voilà, et au bout de 20 ans, en 20 ans, j'ai créé en plus de cette association un certain nombre de choses, mais je n'ai jamais quitté mon village, puisqu'il y a un très beau site historique dans ce village dont je m'occupe depuis 25 ans. Le village s'appelle Termes-en-Armagnac, c'est le terminus de l'Armagnac. D'accord. Et le site historique le site historique s'appelle la Tour de Termes, qui est un ancien château du XIIIe siècle. Voilà, et que j'ai fait vivre, entre autres, avec beaucoup de bénévoles. Donc je n'ai jamais perdu le lien avec ce village, mais ma vie professionnelle m'a mené à Toulouse, et puis après de Toulouse à Paris. Ça m'a amené aussi à Barcelone, en Espagne. Enfin bon, donc j'ai beaucoup travaillé comme ça dans les quartiers de la politique de la ville, et au bout de 20 ans, j'avais créé un média aussi sur la question de la parole des jeunes, qui existe toujours, qui s'appelle la zone d'expression prioritaire pour les jeunes. Voilà, j'ai fait donc un certain nombre de choses, et puis j'ai décidé de mettre au profit des territoires ruraux ce que j'avais appris de la politique de la ville, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses en commun. En dehors de la question de la discrimination ethnique que subit les quartiers de la politique de la ville, le sentiment d'exclusion, le sentiment de relégation, être loin des services publics, avoir des problèmes de déplacement, de projection dans l'avenir, etc., étaient un peu les mêmes que dans les territoires ruraux. Et puis voilà, comme mes parents ne rajeunissaient pas non plus, j'ai voulu revenir m'occuper d'eux. Et voilà, donc je suis revenu dans mon village il y a 3 ans, au tournant du Covid. Et avant, j'avais fait une petite expérience citoyenne que je continue toujours bénévolement au sein d'un très beau mouvement citoyen qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Voilà, qui s'occupe aussi, entre autres, de mobilisation citoyenne. Voilà, donc où j'ai passé 3 ans de ma vie. Et voilà, je suis revenu dans mon village pour passer les peut-être 20 prochaines années professionnelles au service des territoires ruraux. C'est comment d'être maire d'une toute petite commune? C'est passionnant, c'est une des plus belles choses à faire. C'est vrai. Je crois que c'est le plus beau mandat. Racontez-moi. C'est le plus beau mandat, pourquoi? Parce que on est dans le vrai de la politique. C'est-à-dire que, au sens premier du terme, d'ailleurs, c'est la vie de la cité. Ouais. Et la vie de la cité, à une échelle réduite, on fait au service de tout le monde. Donc, on est avec les gens qui ont les mêmes idées que soi, et puis les gens surtout qui n'ont pas les mêmes idées que soi. Et on est au service de l'ensemble de la population, et on fait tout. C'est-à-dire qu'une mairie de 200 habitants comme celle que j'ai l'honneur de diriger, c'est s'occuper d'un peu de voirie, de beaucoup de relations sociales, d'ératisation, mais aussi d'enterrement, de naissance, quand j'en ai une sur ma commune il n'y a pas très longtemps, ce qui est arrivé depuis 50 ans, de mariage, de tout petits problèmes de la vie quotidienne, mais aussi de dynamique associative, culturelle, de repenser un bout de service public, l'esprit en tous les cas du service public, de développer une petite antenne de la Poste, de créer une épicerie associative au service de la production locale de notre territoire, de faire vivre un site historique magnifique, de faire connaître, de créer, vous voyez, le 8 mai, c'est le 8 mai et le 11 novembre, qui sont 2 cérémonies qui sont souvent un peu vieillottes dans la tête des gens. Eh bien, on en a fait de vraies fêtes populaires au service du souvenir et de la paix. Voilà, donc on va à la fois commémorer le 8 mai ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi se retrouver, partager un verre de l'amitié, un repas partagé, et puis vivre un peu ensemble. Bon voilà, donc c'est un peu tout ça. Donc c'est à la fois passionnant. On ne le fait ni pour son indemnité qui est ridicule, ni pour la gloire, parce que on est forcément le réceptacle aussi de toutes les critiques, parce que nous sommes
à la tête de la destinée d'une petite commune, et les gens y vivent à la fois bien et à la fois sont confrontés à de grandes difficultés. Mais c'est un peu tout ça. Donc, c'est un boulot d'assistante sociale, de policier municipal, d'agent public, de grand frère, de confident. Bon, voilà, c'est un peu ça, et donc ça, c'est passionnant. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans ce rôle-là? M'occuper de l'autre, de l'écouter. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Et puis ce que je dis souvent à mes concitoyennes et mes concitoyens, c'est que nous sommes rien, nous ne sommes que 200, et à la fois nous sommes tout. Donc, quand on est rien, on peut tout faire, donc on peut tout inventer. Donc, quand on n'a pas de moyens financiers, eh bien, on a celui du cœur et celui de l'énergie. Donc, vous voyez, j'ai repris une petite unité de vie sur mon village qui fait 15 places pour des personnes âgées. L'ARS veut fermer parce que, soi-disant, nous avons trop d'offres sur le Gers, ce qui est une erreur sans nom, et ils veulent privilégier les maisons de retraite plus grandes. Donc, je pense qu'il faut privilégier l'humain, la proximité, le côté familial. Je veux faire en sorte que nos personnes âgées qui viennent du Gers et d'autres départements puissent manger correctement, pas de la bouffe lyophilisée. Je veux qu'on leur remette un peu de vie dans le regard. Voilà, donc c'est ça, c'est de s'occuper de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'innover. J'ai envie d'innover au service du bien vieillir, comme de remettre du développement économique sur le territoire, de redonner de la fierté à ces gens-là. On a tous besoin de fierté, on a tous besoin d'être heureux de ce que l'on fait, de là où on vit. Donc quand c'est une fierté qui est ouverte sur le monde, on prépare des lendemains plus heureux. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. 200 personnes, vous connaissez tout le monde. Oui. Et tout le monde se connaît. Alors, vous savez, la différence entre l'urbain et le rural, c'est que dans le rural, on connaît tout le monde. Particulièrement son voisin, mais on connaît tout le monde. Mais on n'apprécie pas forcément les gens. Et pas forcément son voisin. Mais quand ça tourne vinaigre, on sait se serrer les coudes. En ville, on vit à côté des gens, on les apprécie bien, on les aime bien, parce qu'on les croise dans la cage d'ascenseur, cage d'escalier, on se salue. Bon, quand il n'y a pas de tapage nocturne, voilà, on aime bien les gens. Mais le voisin, il peut mourir, on peut ne pas le savoir. Et surtout, il peut divorcer, être dans une situation de grande précarité, on peut ne pas le savoir. Nous autres, les ruraux, on le sait, ça ne veut pas dire que ça le fait tout le temps, mais en tous les cas, il y a cette solidarité de proximité. Et moi, je dis souvent que c'est le temps de la ruralité. Parce que le temps dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est celui de la solidarité. C'est celui du lien et du lien. La ruralité permet ça. C'est pas un endroit idyllique, il n'y a pas d'endroit idyllique dans le monde, mais c'est un endroit où il y a ça. Et donc ça, il faut l'entretenir, il faut l'arroser souvent, pour faire en sorte que ce lien-là fasse de belles graines et ne se transforme pas comme des fois je le vois malheureusement avec une ruralité, une certaine forme de ruralité qui se replie sur elle-même, qui aime un peu moins les étrangers, ou ceux qui ont le bonheur ou la tristesse de venir chez nous, où on se dit oui, les urbains c'est compliqué, ils n'ont pas les mêmes modalités de fonctionnement que nous, ou ce sont des étrangers, ils vont voir. Cette ruralité, je l'apprécie peu. Moi, j'aime cette ruralité qui sait se souvenir de ses racines et qui sait s'ouvrir sur le monde, avec le sourire, avec détermination, qui est fière de ce qu'elle est, mais pas une fierté fermée, une fierté ouverte et généreuse. Est-ce que vous auriez un message particulier pour les auditeurs de ce podcast qui sont des citadins qui se posent la question justement de quitter la grande ville et d'aller s'installer dans un territoire moins dense, avec votre expérience de la vie dans le monde rural et de toutes ces passerelles, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon, j'ai pas trop de conseils à donner, et après il faut le vivre en fonction de ses envies. Quand on vient s'installer dans un territoire rural, il faut écouter d'abord. Il faut écouter, il faut apprendre à comprendre les modalités de vie des gens qui vivent là. Il faut être un petit peu modeste. C'est vrai que les territoires ruraux sont plus, j'allais dire farouches, mais c'est pas le bon mot qui me vient. Non, mais je crois que je vois ce que vous voulez dire. Quelques pudeurs. Quelques pudeurs. Et donc, il faut savoir écouter un peu ces pudeurs. Et donc le silence, des fois, l'écoute est intéressante. Alors quand on arrive dans le sud de la Corse,
dans le nord de la Normandie, dans l'est de la France ou le sud-ouest, ou le centre de la France ou en Bretagne, les choses sont forcément à chaque fois un peu différentes. Les us et coutumes sont un peu différents. Nous, on a souvent coutume de dire que nous, les Gersois, et dans le sud-ouest, on ouvre facilement les bras, mais on a du mal à les refermer derrière. Mais ce qui était vrai hier, ce qui est moins vrai aujourd'hui, parce que les populations boulèguent beaucoup, comme on dit chez moi, c'est-à-dire ça tourne énormément. Mais donc voilà, donc je crois qu'il faut y aller avec quand on change de territoire, il faut savoir être un peu modeste et écouter et se mettre un peu au niveau sonore de la population. Et quand on a réussi ça, on peut apporter ce que l'on est. Et on peut apporter son histoire, sa culture, ses envies, ses idées. Voilà. Mais au début, il y a une petite phase là il faut écouter un peu. Il faut écouter un peu. Voilà. Bon, c'est peut-être le conseil que j'aurais à donner, que m'ont appris bon nombre de ruraux avec lesquels je travaille aujourd'hui. Les Corses particulièrement, c'est une terre très forte là-dessus. Les Corses ont un cœur immense à partir du moment où on sait les écouter un peu. Voilà, où on sait se taire un peu. Voilà, mais c'est vrai un peu partout. J'ai remarqué que c'était vrai un peu partout. Ça. Voilà. Donc, petit conseil comme ça. Mais il faut aimer les territoires. Il faut respecter leur environnement, leur histoire, leur culture. Bon, voilà. Et puis avec ça, on va au bout du monde. Je crois qu'on est dans un moment de notre histoire où on a besoin de liens. On a besoin de renforcer nos liens. On a besoin de s'écouter, comme je le disais juste avant. On a besoin de s'entendre. Voilà. La ruralité permet un peu ça. Et une ruralité ouverte sur l'urbanité aussi. C'est une grande chance. Pendant le Covid, on faisait beaucoup de visio. On en fait toujours maintenant, heureusement et malheureusement. Mais je disais beaucoup aux gens qui étaient en ville, j'ai de la compassion pour vous dans ce moment que l'on traverse. Parce que moi, j'ai un hectare autour de la maison et ça va bien. Ouais. Quand on est 3, 4, 5 dans un appartement et qu'on ne pouvait pas sortir, c'était difficile. Mais c'est magique aussi d'être dans des territoires urbains parce qu'on a un peu tout à proximité. Et donc c'est fort. Voilà, donc on a de belles choses. Arrêtons d'opposer les uns aux autres, les territoires aux autres, les populations les unes aux autres. Un peu de douceur dans ce monde nous ferait du bien. Merci Thibaut. Merci. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré. Parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter. Pour contribuer à ce podcast et, le cas échéant, échanger avec moi sur votre propre projet d'installation à la campagne, rejoignez la communauté Patreon de Laisse Béton en allant sur le site patreon.com, Patreon, et en tapant Laisse Béton dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à très bientôt.